Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je vois que les spectateurs commencent à arriver. Nous allons essayer de diffuser en même temps ce débat sur Facebook. Donc, le temps que tout le monde arrive, bienvenue dans cette édition dominicale et à la maison du festival Bien s'informer. Vous voyez derrière moi un très beau décor. Alors, je ne suis pas en extérieur, je suis bien confiné dans mon bureau. Ceci pour vous rappeler que le festival Bien s'informer a démarré chez Grande Contrôle à Paris, donc qui nous a hébergés pour cette première édition. Et c'est encore Grande Contrôle qui nous aide pour toute la logistique de cette série d'émissions à la maison, donc avec Mathilde Giraud qui nous a aidé à coordonner tout ça, et puis Frédéric Horry, que vous voyez Salut. en médaillon, qui peut dire bonjour et qui, lui, va s'occuper de tout ce qui va être réalisation euh, et s'assurer que tout se passe bien durant toute cette émission. L'objectif, en fait, de ce rendez-vous, c'est toujours pendant la crise, hein, alors qu'on est tous submergés d'informations, de parvenir aussi à nous interroger sur notre rapport à l'information. Le principe, c'est que chaque dimanche, on invite un journaliste, un scientifique pour aborder ensemble cette problématique-là. Ce festival sera animé par Anne-Sophie Novelle qui organise avec moi cette édition. Et je vais vous rappeler, avant de lui laisser la parole et de présenter nos trois invités, vous rappeler les règles du jeu. Pendant 1 heure et demie, nous allons parler ensemble, c'est-à-dire que vous pouvez aussi intervenir, soit poser des questions, soit poser aussi un commentaire. Et donc, moi, je serai en charge de vous donner la parole. C'est-à-dire que je vous ferai monter sur scène. Donc, il faudra bien penser à activer votre vidéo. Donc, quand je vous fais monter sur scène, je vous passerai en conférencier pour chacun d'entre vous qui assistez à cette session. Et donc, vous devrez, une fois que vous serez conférencier, activer votre vidéo. Et à ce moment-là, je pourrai vous donner la parole pour que vous puissiez interagir avec nos différents invités. Et pour le faire, pour intervenir, vous avez un petit bouton qui est en bas de votre écran qui s'appelle Q et R, donc c'est-à-dire questions et réponses. Donc c'est là où vous pouvez poser vos questions ou poser vos commentaires, et c'est moi qui les verrai. Dans ce cas-là, je vous indiquerai si vous allez passer en ligne ou pas. Je laisse la parole à Anne-Sophie Novelle. Merci Benoît, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver aussi ce dimanche pour cette seconde édition en direct. Merci à Grand Contrôle en effet, mais aussi à Eric Grelet qui est à nos côtés. Vous allez le voir pour égayer cette rencontre avec ses petits dessins humoristiques pendant nos échanges. Alors, cette semaine, nous avons à nos côtés Vincent Giré. Bonjour Vincent, vous êtes le Bonjour, patron bonjour Anne-Sophie. de France Info. On va voir avec vous un petit peu comment la rédaction et la radio et les réseaux sociaux, voilà, toute l'organisation de France Info est chamboulée par cette pandémie. On a aussi à nos côtés Thomas Landrin, biologiste, fondateur de Joggle, qui nous dira un petit peu aussi comment le monde scientifique s'organise. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Aude Fabre, qui est journaliste, responsable de la chaîne YouTube What the Fake et de l'association aussi Fake Off, qui est spécialisée dans la lutte contre les fausses informations et qui pourra nous expliquer un petit peu aussi comment elle s'organise en ce moment. Bonjour Aude. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et donc, voilà, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je voulais m'adresser à Vincent, que tu nous expliques un petit peu comment la rédaction s'organise actuellement. Voilà, ce qui se passe est assez inédit. Je crois que de mémoire, historiquement, ça ne s'est jamais passé encore pour la radio. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, depuis le mois de mars, du coup, ça se passe chez vous? Merci Anne-Sophie. Oui, je suis ravi aussi d'être parmi vous pour ce chat. Et puis, je crois que votre initiative, bien s'informer, est vraiment très féconde, très utile, très intéressante. Et c'est important qu'on y passe tous un peu de temps et qu'on partage ces réflexions avec à la fois une envie vraiment de transformer les choses. Et puis, alors, comme tous les médias, à Radio France, il y a une singularité, c'est que nous sommes une maison de service public. Il y a 7 antennes à Radio France, et bien, il y en a 3 qui ont une sorte d'obligation, de continuité de service public, et donc qui, dans les situations de crise, de tension, ont vocation
à assurer une continuité de l'antenne. Et dans ces trois, il y a France Inter, il y a France Bleu et il y a France Info. Et donc, à France Info, nous sommes à peu près 220, 230, tous métiers confondus. Et il a fallu gérer très vite deux dimensions en même temps. La première dimension, qui était une exigence de la maison et qu'on partageait bien évidemment, c'était de faire en sorte de pouvoir s'organiser en étant le moins nombreux possible à la maison de la radio. C'est-à-dire vraiment de penser à la sécurité de chacun des salariés de France Info et donc de trouver une organisation qui nous permette de faire de la radio, d'assurer une antenne, mais en étant beaucoup moins nombreux que d'habitude. Alors, ça a été des chantiers un peu tous azimuts. Il y a 80 personnes en télétravail. Très vite, il n'y a plus eu un chef de service ou même de service présent. Et puis, toutes les conférences de rédaction se sont faites sur Teams. On a organisé le télétravail. Il a fallu aussi beaucoup de matériel, régler une tonne de problèmes techniques, le Reportik, le Scoopy, enfin autant d'outils de radio qui nous permettent de continuer à faire de la radio en étant à l'extérieur. Et puis, devait rester sur place, parce que ça, on ne peut pas faire autrement, eh bien, des rédacteurs en chef, des présentateurs, Marc Fauvel, par exemple, qui fait la matinale. Et puis, alors, c'est assez sophistiqué, un média d'information en continu. Il y a tout un tas de métiers, d'attachés de production, de rédacteurs en chef de grille, de rédacteurs en chef de tranche, de présentateurs, de titreurs, de reporters, bien évidemment, et puis toute la typologie ensuite des services. Et donc, il a fallu trouver une organisation qui nous permette de tenir en étant entre 4 et 25, 26 au maximum par heure, en faisant en sorte que les gens ne se croisent le moins possible, avec de la distanciation sociale dans la rédaction. Voilà, c'est tout ça qu'il a fallu mettre en musique très vite. On s'est doté aussi d'un portail à l'entrée de la maison de la radio pour prendre la température avant de rentrer dans les rédactions. Et puis, il a fallu mutualiser aussi beaucoup de choses avec nos cousins de France Inter, de France Bleu et d'autres antennes qui pouvaient nous aider. On a des journalistes de France Culture qui participent aujourd'hui à France Info. Donc, ça a été vraiment un chantier totalement inédit dans toute cette dimension d'organisation, de sécurité. Nous avons joué à la fois sur des allongements de tranches, sur du télétravail, sur des rotations d'équipes, tout un tas d'outils qu'on a expérimentés. On a beaucoup discuté avec les équipes aussi. On leur a demandé conseil, quelles idées ils avaient pour pouvoir faire en sorte d'être le moins nombreux possible et puis d'avoir ces conditions de sécurité qui sont voilà, optimales. Mais on a besoin de gens ensemble pour faire de la radio. On ne sait pas faire autrement. Ça signifie aujourd'hui que, je termine juste là-dessus, pardon Anne-Sophie, que certaines émissions sont, par exemple, Les Informés, que vous connaissez peut-être, qui est une émission de 20h à 21h, qui d'ordinaire est en radio et en télévision. Aujourd'hui, elle n'est que en radio, mais elle est faite par Jean-François Aquili, qui fait cette émission avec 4 invités de chez lui. Il y a un technicien qui reste à Radio France avec un rédacteur en chef, mais l'émission est faite complètement de l'extérieur. Voilà pour cette première dimension d'organisation. J'avais une question sur la façon dont on peut faire du reportage et du terrain dans ces conditions. Comment ça se passe? J'ai pu en entendre quelques-uns en disant tiens, là, ils ont été suivre une équipe, je crois que c'était sur des pompiers qui collaborent avec des militaires il y a 2 matins de ça. Il y a combien de journalistes qui restent mobilisés sur le terrain et comment vous avez fait pour cet aspect-là, pour être au plus proche de la réalité de ceux qui, pour le coup, vont aussi travailler quotidiennement, les soignants, ceux qui sont dans les supermarchés ou ailleurs? Le reportage, c'est bien évidemment, et ça vaut pour tous les médias, la noblesse du journaliste. C'est vraiment ce qui est important si on veut des préoccupations, entendre du son qui vient d'ailleurs, qui vient du terrain, etc. Voilà. Il y a une vingtaine aujourd'hui de gens qui font du reportage pour Radio France, c'est-à-dire que nous avons mutualisé les équipes entre les reporters de France Bleu, des reporters de France Info, des reporters de France Inter. Alors, les conditions sont très spécifiques. Les reporters, d'abord, sont équipés de tout ce qu'on peut imaginer, comme ce que vous voyez à la télé, c'est-à-dire des masques, des perches, des gants, du gel, voilà, tout un tas aussi de procédures, d'organisation, etc. Et les reporters ne repassent pas par la maison de la radio. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables d'être autonomes. Ils vivent chez eux ou sur le terrain, dans des hôtels. Toute logistique, pas facile d'ailleurs de trouver des chambres d'hôtel en ce moment pour les reporters. Donc c'est aussi un sacré boulot d'organisation, mais c'est absolument important. Et donc, voilà, au début, on a fait attention aussi, encore, pour les hôpitaux, vraiment d'y aller dans des conditions très particulières. Bien évidemment, il nous faut des autorisations spécifiques. On ne fait pas n'importe quoi dans les hôpitaux, mais voilà, on a essayé aussi
de les mettre en sécurité. Et puis, malgré toutes ces mesures de sécurité, bien évidemment, comme tous les médias, on a été aussi impactés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu avoir des symptômes, des gens de la rédaction, il y a des gens qui peuvent avoir été en contact avec quelqu'un qui a été malade, qui a des symptômes, donc du coup, qu'on retire aussi de l'antenne, qu'on met en quatorzaine. Donc, c'est aussi toute une organisation humaine à prendre en compte. Avec une dimension, j'allais dire, sensible. Les journalistes ne sont pas au-dessus des autres. Il y a eu de la peur, il y a eu de l'appréhension. Voilà, il y a aussi toute cette dimension et qui est particulièrement vraie pour les reporters, bien sûr. J'avais une question sur la façon dont les audiences évoluent et sur les différents usages qu'on a entre la radio, mais France Info, c'est plus que la radio, c'est aussi maintenant une chaîne de télévision, des réseaux sociaux très actifs, un usage d'Instagram. Comment ça s'est… voilà, est-ce que les gens écoutent la radio au même moment? Est-ce que… voilà, comment tout ça a évolué depuis le… Alors, vous savez, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la radio n'est plus autant écoutée en matinale. Le prime de la radio, c'est la matinale, c'est de 7 à 9. Eh bien, aujourd'hui, on sait que les matinales ont plutôt baissé et que, en revanche, de 9 à 12, c'est quasiment à la normale. Donc, ça signifie qu'en fait, la radio est plus écouté. D'une manière générale, pardon, j'aurais peut-être dû commencer par ça, le média radio, 50% dans l'audience à domicile, 50% en mobilité. La mobilité fait presque zéro aujourd'hui, pour les raisons qu'on imagine, et la radio fait, et le domicile fait plus 35%. Donc, l'augmentation très forte de l'écoute à la maison ne compense pas la perte, ne commence pas totalement, on va dire, la perte d'audience que nous avons de fait sur la mobilité. Et donc, le média radio s'est contracté. Et au sein de ce média radio, on sait qu'il y a un certain nombre de chaînes qui ont beaucoup souffert. Des chaînes musicales, d'indications très précises pour l'instant, très scientifiques sur le sujet. Et ensuite, on peut mesurer le streaming. C'est-à-dire que nous avons là, pour le coup, ça nous appartient, on n'est pas nos applis, les applis Radio France, sur l'écoute en streaming, ça a très, très fortement progressé. Et il y a eu des jours, tous les jours où il y a de l'actualité très forte liée à l'annonce de telle ou telle mesure de confinement, la fermeture des écoles, etc., c'est des jours où l'audience a été colossale. On a vu une augmentation extrêmement forte de l'écoute en streaming. Ça, c'est pour la radio. Donc oui, les usages de la radio sont différents, sont transformés fortement. Sur le numérique, on a connu aussi, parce que les gens ont une disponibilité particulière, bien évidemment, je pense que c'est vrai aussi pour d'autres sites d'information, une audience démentielle. Nous, il y a des moments où on doublait, vous savez, France Info est dans les 2 ou 3 premiers sites d'information en France. On est les premiers en usage quotidien. C'est un peu plus de 4,5 millions de visiteurs par jour. Et là, on a doublé. On est allé jusqu'à 8-9 millions quasiment. C'est absolument colossal. Donc, il y a une demande numérique qui est exceptionnelle. Alors, qui peut varier d'un jour à l'autre. Voilà, on sait, un peu comme le 20h, par exemple, pour la télévision, où on sait que le 20h, là, les 20h font 52 minutes, c'est 52 minutes consacrées au corona, c'est énorme. Bon, on sait que ça a marqué le pas. Il y a eu des moments très, très forts, et puis ça commence un peu à marquer le pas, sauf quand revient une information importante qui touche à notre vie quotidienne. Et justement, au niveau sur des aspects plus qualitatifs, est-ce que voilà, vos auditeurs, etc., ont des demandes plus spécifiques parce qu'on en parlera tout de suite là, dans 2 minutes avec Benoît, mais j'ai l'impression aussi que voilà, si l'audience modifie ses habitudes, je pense qu'il y a des attentes aussi qui sont peut-être un peu différentes. Est-ce que vous avez reçu des choses qui vous ont un peu surprises comme demande à ce niveau-là? Alors, tout à fait. Et puis nous-mêmes, on a expérimenté des choses très nouvelles qu'on n'avait jamais faites à France Info. Par exemple, autant l'interactivité est vraiment quelque chose qui tient à l'identité de France Inter, autant l'antenne ouverte sur France Info, c'était exceptionnel. On l'avait fait un peu avec les Gilets jaunes, mais on le fait pas, c'est pas dans l'ADN de France Info. France Info, c'est vraiment le dur de l'info, quoi. Et là, en fait, on l'a fait parce qu'on a tout de suite compris que, d'abord, on a essayé, on s'est dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont appeler un standard? Est-ce que les auditeurs de France Info vont se prêter à ça? En fait, oui, ils se sont prêtés à ça très, très fortement. Ce qui fait qu'on l'a fait de 9 à 10 avec Marc Fauvel, on l'a fait de 12 à 14 avec Frédéric Carbone, on l'a fait parfois un peu en fin d'après-midi. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le garder? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est devenu, si vous voulez, on est devenu aussi un média de l'intime.
qui n'était pas du tout dans l'identité de France Info. Vous voyez, on rentre dans la vie quotidienne. Donc, on a développé tout un tas de formats, de conseils, de lecture, de cinéma, de santé, de sport, de musique, aussi liés aux questions qu'on pouvait se poser, qu'on peut tous se poser sur la maladie. Donc, on a fait à la fois de l'antenne ouverte, du conseil, de l'accompagnement. Vraiment, il y a à la fois une dimension de radio d'urgence et puis, j'allais dire, un média de l'intime, vraiment de la vie quotidienne. Et voilà, alors c'était plutôt une tonalité France Bleu d'habitude, vous voyez, de l'hyper local en fait. Et là, en fait, ça a aussi marché sur une antenne nationale. Et ça nous transforme, je pense, quelque chose qui va rester. Et je termine juste sur une autre chose qu'on a changé aussi, c'est qu'on a fait une part très forte aux initiatives positives de solidarité. Ce pays est aussi en train de montrer le meilleur de lui-même dans toutes ces initiatives de solidarité, notamment à l'égard des personnels soignants. Et ça, on valorise tout ce qui est positif aussi, sachant qu'on a quand même un fond d'actualité qui est très anxiogène et bien évidemment difficile. J'en profite pour présenter, puisqu'on est prévu de le faire, les résultats d'une enquête qu'on a lancée chez Flint sur justement la façon dont chacun s'informe. Donc, on a envoyé à nos 18 000 abonnés de Flint un questionnaire très ouvert. Donc, on a reçu plus de 600 pages en fait, de témoignages. Et ce qui ressort en fait de cette enquête, et ça permettra aussi de réagir chacun, d'abord c'est que l'information est éparpillée. Il y a trop d'informations, une impression aussi d'informations trop négatives. Également une information qui est trop centrée sur la France et pas assez finalement sur les solutions. Avec des témoignages comme celui-là, comme l'information est éparpillée, ce qui constitue autant un avantage qu'un défaut, ce qui permet de découvrir et confronter plusieurs opinions sur un même sujet, mais c'est un éparpillement qui prend du temps et qui rend l'action de s'informer qui est difficile. Également aussi, cette phrase, au bout d'une semaine, il n'y a plus rien à dire sur le sujet, il y a un sentiment de répétition. Encore, voici au moins 7 jours que je ne regarde plus les infos à la télé. J'évite les infos sur le Covid-19, j'essaie juste d'extraire de tout ce flux anxiogène les articles de fond qui mettent en perspective les actions à mener pour éviter de s'enfoncer dans cette crise et ceux qui voient plus loin, notamment les enjeux à venir liés à l'environnement. Et en synthèse, en fait, ce qui ressort de ces 600 témoignages, c'est que à quoi ça sert bien s'informer et qu'est-ce que ça veut dire aussi bien informer? Ça sert à quoi? Ça veut dire, en synthèse, ce qu'on retrouve, c'est bien s'informer, c'est comprendre pour agir. Bien s'informer, c'est fournir de la data véritable, une vraie donnée aux individus, aux groupes, aux sociétés, aux pays, pour que tous puissent échanger, se mettre d'accord. Bien s'informer, c'est aussi créer. Être bien informé, c'est aider à être un acteur de sa vie, prendre des décisions éclairées, être un citoyen responsable. L'information, ça permet aussi de lister des faits réels et de donner un éclairage spécifique sur un sujet de manière objective, afin de laisser les personnes se forger leur propre opinion. C'est aussi faire collectif, faire cohésion et évidemment servir de contre-pouvoir. Et pour terminer, les problèmes rencontrés qui sont exprimés dans tous ces témoignages, et d'abord le coût de l'information. Beaucoup en fait sont un peu exaspérés par le fait que l'information payante soit payante sur des sujets aussi importants que le Covid en période de crise et fût-ce certains médias qui continuent de faire payer ces articles-là. La surinformation est un problème, les fake news inquiètent beaucoup, le manque de précision scientifique dans certains articles et certaines émissions, trop d'opinions et pas assez de faits. Et là, je termine avec cette phrase de Béatrix, qui est une abonnée, qui dit « S'informer, c'est avoir des informations les plus objectives et correctes possibles, la neutralité des faits et de l'analyse au service de sa propre opinion. » Là, il y a trop d'opinions, trop d'experts et ça devrait, selon elle, arriver en second plan. Et pour elle, on en arrive à une indigestion d'opinions et il faut essayer, dans ce dédale, de trouver juste l'info. Juste l'info, c'est fatigant. Vincent, une remarque? Oui, il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. Ce sont des choses tout à fait passionnantes d'ailleurs. L'info trop éparpillée, oui, on est dans une saturation d'infos et aujourd'hui c'est difficile de s'informer. Ça c'est vrai. Vous savez, c'est Marc Lazare qui avait dit au moment de la crise des Gilets jaunes, l'historien, sociologue, spécialiste de l'Italie, il avait dit en fait l'expertise est ressentie comme une domination sociale. Et c'est une phrase qui est terrible parce que bien évidemment ça remettait en cause on a besoin aussi d'experts. Alors, les experts ont parfois beaucoup de défauts, on le sait, mais je me demandais, je me demandais si, à la faveur de cette crise, si on peut en faire quelque chose, comme nous y incitait Benoît Latour. Il y a quand même la réhabilitation
je pense, des scientifiques. Alors, c'est vrai qu'il y a de la science, c'est du débat contre scientifique, et on a un peu une controverse scientifique à ciel ouvert, alors que d'habitude, ça se passe dans les labos, dans des cercles de spécialistes, etc. Et là, bon, on a en direct quelque chose d'important. J'ai l'impression que la question de la santé est quand même centrale. On sait que ça mobilise la thématique de la santé, c'est à peu près la moitié des fake news, un peu plus de la moitié des fake news. Donc, c'est extrêmement important, le bien s'informer. Si on arrive aujourd'hui à tirer une leçon sur la façon dont on doit s'informer en matière de santé, si on remet, ça doit se faire dans le dialogue, hein, ça doit se faire dans la conversation aussi, pas simplement avec de l'expertise qui tombe d'en haut. Mais je pense qu'il y a une façon de partager aujourd'hui la question de la santé qui va devenir centrale. Et là, on a peut-être aussi à apprendre des choses de cette période. Je pense que les scientifiques ont appris aussi, les médecins ont appris. Certains, d'ailleurs, sont très à l'aise sur les plateaux. Donc, on voit qu'ils ont travaillé le sujet. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins à l'aise. Mais en tout cas, il y a une relation nouvelle qui est en train de se créer entre les journalistes et les scientifiques et les spécialistes. Ça, c'est intéressant aussi. On a besoin d'une alliance nouvelle, de nouvelles alliances dans le monde de l'après. Et dans ces alliances, il y a certainement même besoin d'une alliance entre les journalistes et les scientifiques. Justement, on parle de fake et de fausses informations. Aude, toi, tu t'es spécialisée dans le débunkage de fausses informations. Tu as créé Ouais. une chaîne YouTube, une association qui agit aussi dans le secteur. J'aimerais savoir, toi, voilà, quand Vincent Giré nous dit la moitié de l'information est liée, la fausse information est liée à la santé, c'est vrai, c'est des choses que j'ai pu voir, mais toi, est-ce que tu as vu une évolution là, ces derniers temps? Qu'est-ce que tu observes en ce moment en ligne? Est-ce qu'il y a plus de fakes? Est-ce qu'ils sont différents? Comment ta communauté s'interroge? Comment est-ce qu'elle réagit? Eh bien, moi, en fait, je me suis retrouvée complètement dépassée à un autre niveau hein, que Vincent. Effectivement, moi, j'ai l'habitude de faire du débunkage assez approfondi parce que c'est ça qui me plaît, donc quelque chose qui prend du temps, qui me prend des semaines, etc. Et là, en fait, cette actualité, ben, je me suis retrouvée en fait. Enfin, je pense que tous les fact-checkers, d'une manière générale, se sont retrouvés complètement presque sidérés devant la folie du truc, quoi. J'ai reçu, je sais pas, il y a des fois, je pense que si je compte, j'ai peut-être reçu 10 messages à la minute avec à chaque fois une fake news différente qu'on m'envoyait, un truc qu'il fallait que je vérifie. Et en fait, j'ai fait une espèce de enfin, je savais plus par quel bout prendre les choses. Et la communauté qui me suit, ils sont quand même comment dire, très vaillants. Enfin, ils attendent quoi que je fasse quelque chose. Ils en peuvent plus ou des fake news et tout. Et donc, j'ai été un peu cueillie par ça. Et la solution, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais que j'ai trouvée, c'est effectivement de faire participer les gens parce que je pense qu'il y a une grande frustration par rapport aux fake news et je pense qu'il faut trouver des moyens dans le journalisme. C'est vraiment ma réflexion depuis longtemps et c'est la tienne aussi, je sais, celle de beaucoup de monde ici. Comment faire participer davantage les gens et donc, avec les petits moyens du bord, j'ai commencé à faire des c'est What the Fake Academy. Ma chaîne YouTube s'appelle What the Fake et j'appelle ça What the Fake Academy. En fait, tout simplement, je prends typiquement des news que j'aurais, enfin des infos douteuses que j'aurais aimé débunker et en fait, on le fait ensemble. Voilà. Et les gens m'envoient, je leur donne des devoirs à la maison. Et je reçois, là tout à l'heure, j'étais encore en train de corriger entre guillemets les copies et tout. C'est très sympa. Et puis, en fait, ça a le mérite de les. Voilà, je pense que les gens ont envie de se sentir agissants sur ce genre de choses. Et c'est voilà, c'est la petite solution que j'ai trouvée. Mais effectivement, on se sent parfois enfin, pas impuissant, mais enfin, le déluge est tel que des fois, pourtant je suis quelqu'un d'optimiste, mais j'ai du mal des fois à voir la lumière, à voir la lumière au bout, quoi. Je pense notamment à un dernier débunkage que j'ai fait, qui est sur une chaîne YouTube hallucinante, quelqu'un qui s'appelle Mika Deniso, qui analyse des rêves, il est analyseur de rêves, enfin bon bref. Sa vidéo dans laquelle il expliquait que le coronavirus a été créé en laboratoire, elle a tapé quasiment dans le million de vues quoi, en 3 semaines. Et moi, je suis arrivée peut-être à 30 000. Enfin, et donc, ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir
le sens où je trouve que les journalistes ou les fact-checkers, etc., je pense que souvent on démonte les fake news, mais je pense qu'il faut taper aussi plus haut systématiquement en faisant rapporter, en rapportant à YouTube, à Facebook, etc., tout ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas du tout si c'est de mon fait, mais par exemple, j'ai parlé à YouTube de cette vidéo et je sais que quelques jours plus tard, bah là, en tout cas, avant-hier, je ne la voyais plus. Je ne sais pas du tout, peut-être que c'est un hasard total, hein. Mais je pense qu'en tout cas, souvent, ils ne se rendent pas assez compte. Et voilà, plutôt que taper au petit niveau, des fois, il faut aussi essayer d'aller au plus haut, quoi. Mais c'est compliqué. Ouais, qui s'organisent un petit peu, qui ont pris des mesures alors sur le tard, hein, mais j'ai pu échanger un peu avec Facebook, avec Google aussi. Ils ont pour intérêt quand même de préserver une bonne information, mais en effet, je crois qu'ils ne savent pas trop sur quel pied danser et comment faire. Voilà, YouTube, je suis moins expérimentée, mais il me semblait aussi qu'ils essayaient de faire un peu plus attention. Peut-être que ça arrive toujours, voilà, que la rumeur est censée être plus rapide aussi, c'est ce qu'on dit, quoi. Quand on parle d'infodémie aujourd'hui, c'est que souvent une rumeur, une fausse information circule beaucoup plus vite que la façon qu'on a de la débunker. Et du coup, est-ce que ton association aussi, tu peux nous dire un petit peu en 2 mots ce que tu effectues comme travail à ce niveau-là? Alors, l'association, c'est une association que j'ai participé à monter, mais qui est une association collective, on va dire, de journalistes plutôt axés télévision et investigation, mais on est ouvert à beaucoup de profils différents, qui s'appelle donc Fake Off. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir principalement les jeunes, mais on fait aussi de la formation. De plus en plus, il y a des adultes référents ou des éducateurs spécialisés, enfin plein de monde en fait qui veut se former un petit peu à combattre les fake news. Et en fait, ce qu'on fait, c'est une approche toute bête, hein. On part de la consommation de l'information des jeunes. Donc, on leur fait ouvrir leur portable. Et ce qui est quelque chose qu'ils font rarement devant les profs, voire jamais. Et donc, les profs, souvent, enfin, je dis pas qu'ils hallucinent toujours, mais ils découvrent aussi la consommation de l'information des jeunes qu'ils ont en face, parce que c'est quand même 2 mondes totalement parallèles, souvent. Et ben, qu'est-ce qui t'a interpellé dernièrement? Dis-moi ce qui t'a choqué, et petit à petit, comme ça, les langues se délient. En fait, on part de ce qu'ils ont vu, de ce qui les a interloqués, pour justement faire du debunk à partir de ça. Et du coup, ça les intéresse parce qu'ils vont dans la cour de récré et ils disent bah, tu sais quoi, en fait, c'était faux cette histoire, on a vu avec. donc, ça a le mérite en tout cas, de les impliquer et de les concerner, plus que si on venait un peu, comme disait Vincent, un petit peu avec un discours d'expert, etc. Je pense que d'ailleurs, souvent, quand on rentre dans les salles, il y a beaucoup d'a priori qui tombent. Ils voient arriver des jeunes journalistes qui sont là, qui viennent aider en fait. Vraiment, la philosophie, c'est juste de venir aider. Tu sais pas trop à quel saint te vouer entre guillemets. On va t'aider et on vient pas du tout avec cette espèce de voilà en disant de lire le Canard enchaîné ou enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est très entre guillemets sympa. On va t'aider, on te donne des tuyaux, etc. Et je pense que c'est un peu ce qui marche. Après, on le fait pas assez, je pense. Enfin, d'une manière générale, je veux dire, je pense qu'il faut que l'éducation média soit faite de manière beaucoup plus massive. Mais enfin, on fait ce qu'on peut. On est aussi très présent dans le 93 avec voilà une super équipe qui fait plein de choses. Il y a quelque chose aussi que j'ai découvert juste très rapidement. Et que je n'aurais pas découvert moi en tant que journaliste si j'avais pas été sur YouTube, c'est en fait tout cet univers de sceptiques, entre guillemets, toute la communauté sceptique, toutes ces histoires de biais cognitifs, etc. C'est des choses, j'avoue, moi, dans ma formation de journaliste ou même dans toutes les années que j'ai passées en tant que journaliste, jamais on m'a parlé de biais cognitifs, alors que j'ai dû faire des milliards de reportages avec des milliards de biais cognitifs, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient faux ou quoi que ce soit, ou manipulateurs, etc. Mais je pense que c'est essentiel aussi dans la formation journalistique. C'est pour ça que je suis d'accord avec le fait de se rapprocher de la science, en fait, des scientifiques, ce que dit Vincent. Je pense qu'il faut vraiment qu'on appréhende ça. Et d'ailleurs, dans l'éducation aux médias, c'est aussi des choses qu'on essaye qu'on a appris. Nous aussi, c'est quoi un biais cognitif, le biais de confirmation, etc., etc. Et qu'on essaye de transmettre. Et c'est un aspect, en fait, je trouve qu'on n'a pas assez dans notre formation journalistique et qu'il faut absolument travailler et pour transmettre aussi, quoi. Vincent, d'ailleurs, ça me fait rebondir. Je crois que sur France Info, il y a une section qui s'appelle Vrai ou Fake.
sur lesquels justement vous répondez aux questions du public sur la fausse information. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà bien abordé la semaine dernière dans notre première édition là, sur de bien s'informer, mais comment ça se passe à ce niveau-là? Vous avez une cellule dédiée là aussi? Oui, il y a un format que vous avez peut-être à l'oreille tous, de France Info, qui est le vrai du faux, qui est une chronique qui existe depuis près de 10 ans à la radio. Et en fait, à France Info, il y a une agence, hein, c'est un peu singulier, ce n'est pas le sujet du jour, mais il y a une agence de vérification, de certification. Il y a 17 personnes qui font ça depuis avant d'ailleurs la création du média global France Info. C'est mon prédécesseur Laurent Guimier qui avait créé ça, moi je l'ai développé, je l'ai renforcé, quelque chose de très important, qui joue vraiment un rôle important tout en haut de l'organisation de la rédaction. Et puis, on a adossé cette année à l'agence et autour de la personne, Antoine Krempf, du journaliste qui faisait cette chronique Le vrai du faux, une équipe dédiée de 7 personnes, auxquelles participent d'ailleurs aussi des étudiants en deuxième année du CFJ, et qui construit des formats pour les réseaux sociaux, pour l'antenne radio, dédiés autour de la lutte contre la désinformation. C'est le travail que fait Aude. C'est très cousin avec ce que fait Aude de manière excellente. Et donc, voilà, ça nous permet aussi d'aller toucher d'autres publics, des gens qui ne vont pas écouter la radio, et de renforcer, du coup, à la fois, on mutualise le travail de fact-checking et de debunking, et ensuite, chacun va le porter et trouver la bonne narration en fonction du format et de l'endroit où on va la diffuser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé cette année et qui a pris une ampleur, j'allais dire, nouvelle avec le coronavirus, puisqu'effectivement, on répond aussi à des questions ou à des choses. Vous voyez, effectivement, Aude citait, c'est un cas excellent de tous ces gens qui ont prétendu, et notamment avec une vidéo qui a fait énormément de vues, que le virus avait été créé dans un laboratoire. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu dans l'actualité de ce matin, au Royaume-Uni, il y a dans le centre et le nord du pays, des émetteurs 5G ont été détruits. Parce qu'il y a toute une théorie qui est passée sur les réseaux sociaux, conspirationniste, qui prétend que le virus, en fait, se propage via ces antennes 5G. C'est bien évidemment n'importe quoi, mais ce sont des choses qui sont vues à des millions de fois et sur lesquelles il faut faire un travail derrière, de fond. Alors, bien évidemment, on peut dire que ça ne suffira jamais. Je suis d'accord avec Aude, je pense qu'il faut de temps en temps pouvoir aussi alerter Facebook, Google, voilà, et les médias sociaux pour essayer de limiter la portée de ces contenus-là. Mais on a tout un travail. C'est un défi quotidien pour nos rédactions. La puissance de la désinformation aujourd'hui est un défi colossal pour nous tous. Je ne dis pas que nous sommes parfaits tous les matins et que nous pouvons parfois aussi chasser la petite phrase. Mais j'espère qu'on j'espère qu'on le fait le moins possible et j'espère que je crois vraiment au service public dans ce domaine-là. Le débat contradictoire, on en a besoin. C'est l'oxygène de la démocratie. Il ne faut pas avoir peur du débat contradictoire. En revanche, il faut une éthique du débat public. Ça, oui, on ne dit pas n'importe quoi, on ne laisse pas dire n'importe quoi. Quand un homme politique dit telle ou telle chose, eh bien, on va le débunker après, ou parfois on le fait même avant l'interview. On dit, tiens, il a dit ça récemment, ou elle a dit ça récemment. On démonte la chose juste avant l'interview de façon effectivement à mettre un peu sous tension aussi les politiques, à ne pas leur laisser dire n'importe quoi. Vous pouvez parfois réagir, les journalistes ont parfois suffisamment connaissance de telle ou telle chose pour pouvoir répondre en direct, mais souvent, voilà, c'est parfois difficile de répondre et donc du coup, il faut essayer d'encadrer ces interviews le plus possible pour qu'on soit le plus possible sur le fond. J'ajoute qu'à France Info, mais je ne veux pas avoir l'air de défendre la boutique comme ça, mais on a un format qui est long, qui est 30 minutes, 8h30, 9h, que ce soit des politiques ou autres. C'est un format exigeant. Et donc là, on a la possibilité d'aller au fond des choses. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'on est… oui, il faut des médias indépendants, bien évidemment. C'est vrai que c'est difficile en ce moment parce qu'on a besoin à la fois de la parole officielle, elle est importante. Par exemple, le Salmon, le directeur de la santé, fait des pics d'audience absolument incroyables en ce moment. Parce qu'il a un côté un peu comme le procureur Molins, d'ailleurs, au moment des attentats. C'est une parole qui compte, qui est sérieuse, qui est crédible, qui est jugée comme telle. Et qui est respectée comme telle. Et donc, on attend qu'il nous donne des précisions, des chiffres, des pourcentages, des comparaisons internationales. Et on a besoin de ces informations-là et elles sont massivement écoutées. Hein. Je pense que c'est l'expert le plus écouté aujourd'hui en France, c'est lui. Ces rendez-vous quotidiens autour de 19h30 sont des moments absolument incroyables. Alors qu'a priori, c'est très sec, c'est très froid, c'est très clinique, mais c'est très écouté.
Voilà, donc oui, il faut faire attention de ne pas faire une radio que de paroles officielles, bien évidemment, ou un média de paroles officielles. Ça serait désastreux. C'est pour ça qu'on a besoin de faire rentrer la société civile. J'ajoute une chose, on veut le faire, nous, de façon. Vous savez, on réfléchissait tout le monde commence un peu à réfléchir les médias à l'après. On peut se dire, mais est-ce que c'est pas trop tôt de réfléchir à l'après, alors qu'on est déjà, il y a des morts par centaines tous les jours. Est-ce que c'est pas même indécent de réfléchir à l'après? Et je ne crois pas que ce soit indécent de réfléchir à l'après. D'abord, il n'est jamais trop tôt pour réfléchir à l'après. Et en plus, je pense que c'est une très bonne façon d'apprivoiser nos peurs. À défaut de maîtriser les événements, on ne les maîtrise pas, les événements aujourd'hui. On peut essayer de maîtriser nos peurs et réfléchir à l'après. Je pense que c'est une bonne façon de redonner de la distance, de la profondeur et de réfléchir collectivement à cet après. Voilà, en essayant de ne pas ressortir. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité devant cette crise qui est complètement singulière. Je suis parfois un peu surpris de voir certains politiques réenfourcher leur doctrine comme avant, en disant mais oui, on avait raison, on savait, c'est ça, etc. Sans l'ombre d'un doute, d'un questionnement, d'une remise en cause. Faut avoir un peu de modestie, je pense, sur cette période. Allô, allô, je crois que nous avons un expert justement qui voudrait intervenir. Ah. Le voilà. Je voudrais... Alors, est-ce qu'on est d'accord avec lui? Je ne sais pas lire, mince. Attends. À vous les studios, à vous Aude. Merci Eric. Alors, comment expliquer, moi, mon cas est un peu particulier sur les petites phrases. C'est vrai que moi, alors sur France Info, personnellement, c'est pas là que j'aurais dit qu'il y a le plus de petites phrases, mais oui, c'est en tout cas quelque chose qui, je pense, qui moi personnellement m'a lassé, par exemple, des débats politiques. C'est-à-dire que très sincèrement, et je m'en vante pas, je regarde plus les débats politiques depuis un bout de temps. Parce que je trouve que je me désespère un peu aussi de ça, à la manière d'Olivier Fleureau. Je trouve qu'il y a trop cette recherche, souvent, malheureusement, et il y a beaucoup de travail de qualité, mais je trouve que trop, ce qu'on va retenir, c'est la petite phrase contre. Et ça me. Moi, c'est une des choses que je pense que. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure c'est quelque chose qui est encore payant de faire du buzz sur des petites phrases, etc. Je pense que de plus en plus, il y a une attitude par rapport à ça. Enfin, c'est ce que j'imagine et c'est ce que je constate aussi. Il y a aussi, il faut faire attention. Moi, surtout en ce moment avec le coronavirus, il y a beaucoup de gens et quelque part, je ne peux pas leur en vouloir parce que je suis presque un peu comme ça, c'est-à-dire qui, à cause des fake news et à cause de cette infobésité, etc., coupent tout en fait et ne veulent presque plus s'informer finalement. Tellement c'est un espèce ils ont une espèce d'overdose. Et ça leur convient plus, etc. Et les quelques occasions où j'ai pu parler avec des personnes comme ça, qui des fois sont aussi jeunes, hein, franchement, qui veulent juste pas s'informer, c'est souvent, oui, c'est des débats du clash pour rien, etc. Ça revenait souvent après. Sur le rôle de contre-pouvoir, alors moi, encore une fois, mon cas est particulier. Je crois qu'il est question des conférences de presse, et ça, comment jouer le rôle de contre-pouvoir et d'information au grand public, alors que les conférences de presse des ministères sont réduites à un journaliste représentant la profession. Alors moi, comment dire, j'ai toujours travaillé en fait pour du magazine. J'ai dû aller à 2 conférences de presse dans ma vie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a il y a beaucoup de journalistes qui font de l'investigation, etc., qui ne vont absolument à aucune conférence de presse. C'est pas du tout une grand-messe à laquelle il faut aller absolument. Enfin, en tout cas, j'ai dû aller à 2 dans ma vie. Et il y a juste une chose qui m'a interpellée. C'était vraiment au tout début de ma carrière. Donc, je tremblais et tout. Je me souviens, c'était Michel Alliot-Marie. Je sais plus sur quel sujet c'était. On m'avait envoyé là. Bref. Et j'avais il y avait une petite phrase qui m'avait fait réfléchir, et je pense que ça peut faire réfléchir aussi la profession. Moi, je devais l'épingler sur je ne sais plus quel sujet, mais je devais y aller l'épingler, quoi. Genre, j'avais peut-être 26 ans, il fallait que j'y aille et tout, ok. Donc, et en fait, j'ai posé ma question, et puis elle a tapé à côté, etc. Et j'ai relevé la main, j'ai reposé la question, et là, tous les journalistes se sont tournés vers moi en me disant, mais enfin. Genre, mais tais-toi en fait, enfin, c'est bon, tu vois, elle a répondu à côté, c'est pas grave, tant pis pour toi, etc. Et je me souviens d'un journaliste anglais qui m'avait dit, tu sais, en Angleterre, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il m'avait dit en Angleterre, dans les pays anglo-saxons peut-être, mais en tout cas il parlait de l'Angleterre, ça ne pas comme ça. Si un politique répond à côté,
son collègue, j'en ai posé la même question. Et s'il répond nouveau à côté, son autre collègue va poser la même question. Et il m'avait présenté ça comme une espèce de solidarité qui, du coup, forme un vrai… Enfin, si c'est vraiment comme ça que ça se passe, par exemple, en Angleterre, là, il y a un vrai contre-pouvoir. Mais effectivement, j'étais assez déçue de cette petite expérience-là, dans le sens où je m'étais dit, ben, OK, en fait, chacun joue pour sa petite cour et son petit truc d'information, etc. Et au final, j'avais pas senti de solidarité par rapport à ça. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, on peut pleinement jouer un rôle de contre-pouvoir sans qu'il y ait, enfin voilà, malgré ces problèmes, entre guillemets, de conférences de presse. Mais c'était juste une petite anecdote que ça m'a rappelé là, que je trouvais assez intéressante. En Voilà. fait, ce que je retiens de ça, c'est aussi ce que disait Vincent Géré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a, là, on est dans une situation assez inédite, particulière, c'est du jamais vu. On a connu l'an dernier une crise des Gilets jaunes qui a aussi mis sur la table, en tout cas pour la profession journalistique, un certain nombre de problématiques. Je pense que la parole se libère et que le public petit à petit est désireux d'expliquer qu'on peut le prendre au sérieux, qu'il a aussi ses attentes et que le rapport à l'information est en train de changer. Voilà, et on pourra reparler de ces questions de régime informationnel un petit peu plus tard, je pense. J'aimerais maintenant me tourner vers Thomas, parce que voilà, quand Vincent disait les relations entre journalistes et scientifiques sont aussi en train d'évoluer. Je pense que tu as pas mal de choses à raconter. Et ce qui est intéressant voilà, avec ce que Thomas effectue aujourd'hui, c'est que ça met aussi sur le devant de la scène la façon dont on s'organise en ce qu'on appelle l'intelligence collective. Thomas, est-ce que tu pourrais déjà, pour te présenter, tu es biologiste, tu avais monté un laboratoire qui s'appelait La Paillasse, tu en es parti pour monter un projet qui s'appelle Joggle, qui est l'acronyme de Just One Giant Lab. Est-ce que tu peux nous décrire déjà, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, en quoi Joggle consiste, s'il te plaît? Très bien, avec plaisir. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Alors, Joggle, c'est parti d'une idée, d'une observation très simple. C'est que aujourd'hui, ça a été dit, l'accès à la science, et pas seulement à l'information, mais même au processus de création de l'information, est assez élitiste. C'est-à-dire que si on n'a pas la chance de faire partie d'un laboratoire académique, ou d'avoir accès à un laboratoire tout court, ou d'accéder en fait juste à des ressources pour pouvoir faire de la recherche ou des travaux, ça peut vite devenir compliqué. Donc, j'avais monté en effet La Paillasse dans un premier temps qui donnait l'accès à un laboratoire de biologie à ceux qui le voulaient. Et très vite, on s'est aperçu que beaucoup de ces projets avaient besoin de pouvoir s'organiser en communauté. Donc, le projet de Joggle, c'est non plus un lieu physique, mais un lieu virtuel en ligne où on permet aux gens de faire communauté et de s'organiser autour de problématiques scientifiques et technologiques d'intérêt général. Et donc, on fait ça de différentes manières. La plateforme en tant que telle qui permet aux personnes de créer un profil avec leurs compétences et ce qui les intéresse. Et puis également créer des projets où ils peuvent partager ce qu'ils sont en train de faire, leurs besoins, et après, ça connecte. Et à côté, on organise également des programmes de recherche participative où on identifie une problématique et on vient engager l'ensemble de la communauté autour de celle-ci et on vient les accompagner sur des projets qui sont ensuite reviewés par des experts. N'importe qui peut venir proposer un projet. Et à la fin, tout ce qui est produit sur Joggle est ouvert. C'est-à-dire qu'on est comme sur Wikipédia, c'est comme si c'était du domaine public, si vous voulez. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec soit une approche institutionnelle ou une approche corporate, une approche d'entreprise. Corporate, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur lesquels on ne peut pas monter un modèle économique. Et donc, ces problèmes-là, en fait, ont du mal. Et je pense que c'est la même chose pour les journalistes. Il y a des sujets en fait, qui sont importants, mais qui ont du mal à être financés. Et donc, comment on fait pour permettre à ces problématiques-là d'être explorées? Quels sont les modèles économiques alternatifs? La même chose pour le modèle académique. Le modèle académique aujourd'hui a une certaine forme de monopole sur la science, on va dire, parce que elle est privilégiée en fait de par l'accès aux fonds qu'elle reçoit pour pouvoir faire de la recherche. Mais en soi, il ne faut pas forcément être chercheur. Il faut surtout en fait respecter la méthode scientifique pour faire de la recherche. Et ça, tout le monde peut le faire. Donc, on a monté, pour vous donner un exemple, donc la plateforme est toute jeune, on l'a lancée il y a 6 mois maintenant, un peu plus de 6 mois, et il y a maintenant un peu plus d'un mois, fin février, en tant que biologiste, je regardais les chiffres liés au coronavirus et je voyais très très bien en effet qu'on allait se prendre une vague très très forte sur la figure, que les institutions allaient être totalement dépassées.
Et parce que, et à l'époque, ce dont on manquait, c'était en particulier des tests diagnostiques. On ne savait pas en fait quel était vraiment le statut de la pandémie en France et ailleurs. Il y a quelques années, avec la paillasse, j'avais entre autres hacké un test de diagnostic génétique qu'on a appelé le Quick and Dirty DNA Barcoding. Et c'était relativement simple. Et je me dis, pourquoi on ne peut pas le faire pour le coronavirus. Et donc, j'ai été chercher, j'ai mobilisé en fait une partie de ma communauté là-dessus, qui est très internationale, pour voir est-ce que ça intéresse des gens de travailler avec ça, sur ça avec moi. Et j'étais très surpris, ça a très vite pris. Et ça a été, aujourd'hui, en l'espace de, voilà, sur la première semaine, il y avait plus de 500 personnes. En 2 semaines, il y avait pratiquement 2000 personnes. Et là, en un mois, on est à pratiquement 4000 personnes de mobilisées autour sur Juggle. Et on a plus d'une 60aine de projets. Et donc, on a démarré sur les tests de diagnostic. Mais maintenant, on est également sur énormément de technologies pour faire la prévention, par exemple sur les masques. On travaille également sur différentes technologies de diagnostic, pas seulement en fait biologique, mais aussi, par exemple, qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, il suffit d'écouter, par exemple, la manière dont les gens vont tousser. Et donc, on peut voir si en fait, la manière dont les gens vont tousser va permettre en fait, de détecter une variation pour leur dire peut-être potentiellement vous êtes Covid positif. Voilà. Et tout ça, ça demande en fait, c'est de la recherche aussi. On a besoin d'accès à des données et on fait en sorte que les citoyens et les patients en fait, soient partie prenante. Et donc, eux-mêmes, volontairement, vont pouvoir rentrer dans les études et venir proposer de partager leurs données en toute connaissance de cause. Et oui. Juste pour résumer, donc du coup, vous avez développé une plateforme qui s'appelle Open Covid-19, qui développe des solutions pour intervenir sur la prévention, sur le diagnostic et sur le traitement en fait de la maladie. Aujourd'hui, tu me disais hier, vous êtes à peu près 3000 contributeurs dispatchés dans 120 pays différents. Et donc, vous êtes l'information, vous vient, c'est quoi? C'est via les contributeurs de la plateforme, mais aussi avec les équipes médicales avec lesquelles vous êtes en lien. Tu me disais par exemple que vous travaillez avec l'AP-HP actuellement. C'est ça. N'importe qui peut venir proposer un projet. Maintenant, lorsque quelqu'un vient proposer un projet, ça ne veut pas forcément dire que le projet il est pertinent. Par contre, lorsqu'on commence à voir, la personne va venir proposer son projet à la communauté et assez naturellement, parce qu'on a aussi cultivé une communauté qui est plutôt on va dire, qui a une culture scientifique aussi ou d'ingénierie. Donc, les gens en fait se respectent beaucoup, ne cherchent pas à imposer en fait une vision. Et derrière, il y a un processus de review, ce qu'on appelle le peer reviewing dans le monde académique, où ce qu'on cherche à faire, c'est permettre à des projets de naître, mais à la fin, ce qu'ils sont en train de produire ne fait à aucun moment preuve ou n'est pas considéré comme un fait, tant entre guillemets que on va dire la revue par les pairs n'est pas faite. Donc ça se passe relativement bien. Nous, ce qu'on permet, c'est le processus d'idéation. Il y a plein d'idées qui naissent basées sur les besoins qui nous sont donnés soit par des professionnels de terrain, comme par exemple avec l'AP-HP. Donc ça, c'est le gros enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se mobiliser parce que, voilà, que ce soit sur les masques par exemple, qui produisent des masques. Alors maintenant, il y a différents types de masques. Il y a des masques textiles, c'est très bien pour les personnes pour pouvoir protéger les autres de soi-même. Mais dans le milieu hospitalier, on a surtout besoin de masques de type FFP2 qui protègent en fait le porteur. Et ça, il n'y en a pas assez. Et donc, il faut créer il y a plusieurs acteurs qui ont commencé en fait à travailler là-dessus, mais c'est des modèles qui ne sont pas validés. La même chose sur les ventilateurs ou sur la même chose sur d'autres dispositifs. Donc, il y a un gros enjeu en fait de freiner, de dire attendez, c'est super en fait que vous vouliez contribuer. Maintenant, n'allez pas en fait poster sur les réseaux sociaux pour dire voilà, j'ai fait ça, c'est super, ça sert à ça, parce que en effet, ça se propage derrière. Il y a des gens qui vont le reproduire, qui vont investir leur propre énergie, leurs propres ressources personnelles pour imprimer des choses, etc., alors qu'elles ne sont pas validées. Et donc, on fait ce travail-là. On permet en fait aux solutions open source qui nous sont soumises de passer par une voie de validation avec nos partenaires, dont la PHP, qui réalise en fait ces tests-là en milieu hospitalier. D'accord. Et donc, quel est le profil des contributeurs qui viennent sur la plateforme, qu'on comprenne bien? Il n'y a pas que des personnes qui travaillent dans la science ou qui sont biologistes comme toi, en fait.
Absolument. Il faut vraiment de tout en fait pour pouvoir permettre à ce type de projet d'exister. D'un côté, évidemment, on a des personnes qui vont être actives sur la R&D, donc des scientifiques, des ingénieurs, des designers industriels, etc. Mais on a aussi besoin, comme dans toute structure, de personnes qui nous aident en fait à gérer les projets, donc des gestionnaires de projets, des personnes qui sont capables en fait d'assister la communauté, en fait, de pouvoir onboarder les nouvelles personnes, de pouvoir les orienter. Donc des facilitateurs, il faut des communicants. Et donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec cette communauté de plusieurs milliers de personnes. C'est comme si on était en fait un CNRS, si vous voulez, mais totalement non institutionnel, distribué. Toutes les personnes sont bénévoles, mais avec derrière, en fait, finalement, un peu les mêmes postes, puisque voilà, chacun a besoin d'assistance à différents niveaux. Mais alors, ce qui m'interroge, c'est qu'on a vu là à quel point, et je trouve que c'est vraiment ressorti là, avec la pandémie, que des scientifiques qui ne sont pas d'accord et qui voilà, offrent médiatiquement ce désaccord au public, ça peut aussi avoir des conséquences où chacun se croit épidémiologiste et ajoute son grain de sel pour dire je suis de tel type ou tel team. On l'a vu sur la chloroquine. Quel regard tu portes, toi, justement, sur cette médiatisation de la science, sur tous les débats qu'il peut y avoir à aller trop vite en besogne ou pas, et tout ce que ça peut générer? Est-ce que ça ne peut pas avoir même des conséquences et des impacts dans la façon dont la science avance? Absolument. Alors, moi, je ne condamne absolument pas l'idée, en fait, de faire des propositions, y compris même farfelues. C'est important de pouvoir aller dans toutes les directions. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avant tout avoir une méthode scientifique qui soit solide. Et parce que c'est pas parce qu'un prix Nobel dit que ça, c'est vrai que ce l'est. Ce qui fait qu'un fait est vrai, c'est lorsqu'il a été reproduit et que les méthodes statistiques qui sont derrière, en fait, sont validables. Et aujourd'hui, les études, par exemple, du professeur Raoult, n'ont pas en fait cette solidité statistique. Alors, on peut dire ce qu'on veut, ça ouvre en fait beaucoup d'espoir. Il y a d'autres études qui sont en train d'être réalisées. Aujourd'hui, on ne peut pas donner un message clair disant ça fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y a une petite fenêtre de tir à un moment bien particulier de l'efficacité en fait de la chloroquine. Et encore, on n'en est pas sûr. Et donc, il ne faut absolument pas en prendre en fait en prévention parce que ça peut poser énormément de problèmes de réactions secondaires. D'ailleurs, on l'a vu en fait, il y a eu des cas en fait recensés de personnes qui sont carrément mortes en fait parce qu'elles en ont pris en automédication. Très très grave, il ne faut absolument pas faire ça. Donc non, là, on fait face en fait à. Je ne connais pas les motifs derrière du professeur Raoult pour pouvoir en fait aller proposer comme ça en fait sur la scène publique. Ça rappelle un peu les faits autour les débats autour des OGM par exemple, où il y a certaines équipes de chercheurs qui se disent indépendants, qui essayent en fait de proposer absolument en fait une vision, alors que derrière, ce qui compte, c'est pas la vision du scientifique, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est créer en fait une belle expérience qui peut être validable, non pas par des gens, mais surtout c'est la méthode qui est validable et qui peut être reproductible facilement. Et si c'est reproductible et que la méthode est bonne, à ce moment-là, il n'y a pas de doute, tout le monde, même si, je veux dire, la communauté scientifique était contre à la base parce que c'était trop étonnant. Lorsque les faits sont là, parce que la méthode est bonne et que c'est reproductible, à ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière, on doit l'accepter. Et il y a eu plein de moments comme ça en fait dans la vie, dans l'histoire de la science. Mais donc, il faut pas. Je pense qu'aujourd'hui, on voit trop souvent dans les médias, on va dire non spécialistes, l'idée que monsieur machin ou madame machin a dit ça, scientifique. Et ça, c'est très grave parce que ça fait croire en fait que la position de scientifique, ça donne en fait une position automatique d'influence et d'autorité. Et alors que certes, c'est des personnes qui sont compétentes et le professeur Raoult est absolument compétent, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut faire la différence entre ce que dit une personne qui est une opinion ou ce que la personne va faire comme une revue. Une personne, même une revue de la littérature, lorsque un chercheur va chercher en fait à juste revoir toute l'histoire en fait d'un domaine scientifique, même ça c'est revu par les pairs. C'est-à-dire que donc ça c'est très important, et ça donne l'impression en effet que maintenant le professeur Roux est devenu en fait un martyr et qu'il se bat en fait pour faire passer une solution qu'on voudrait taire. Mais
Ce qu'il faut, c'est voilà, il faut savoir attendre. Et malheureusement, on va devoir attendre un petit peu parce que la science, ça prend du temps. C'est la même chose pour les vaccins. C'est très triste, mais c'est comme ça. On n'avait pas assez en fait d'investissement sur ce type de discipline et d'approche. Il y a eu des gros coups de gueule qui ont été lancés dans la presse à juste titre pour dire que la recherche avait trop souffert en fait, et comme les milieux hospitaliers, d'un manque d'investissement. Donc là, on revient en fait à ce qu'il faut, c'est investir dans le système. C'est pas écouter les individus, c'est pour investir dans le système et derrière les méthodes qui sont derrière. Je crois qu'il y a des petites questions. Je vais laisser Benoît prendre la parole. Alors, oui, j'ai donné l'antenne à deux participants à ce live. Donc, Angélica, que je ferai intervenir tout à l'heure, et puis également François Rabas. Je trouve que c'est intéressant de vous faire réagir. François, bonsoir, justement sur ce que vient de dire Thomas. Oui, on m'entend? Ouais. Oui. Ok. Ouais, donc effectivement, je trouve le sujet, mais ça a été dit aussi par Vincent et par Aude, c'est vrai que le sujet d'éclairer des controverses scientifiques pour le grand public, c'est un sujet épineux. Comme le dit Thomas, en fait, il y a le fait scientifique et l'opinion du scientifique ou du commentateur est différente, et donc s'il y a des alternatives, parce que c'est vrai que c'est un métier. Hein. Mais en fait, ma question, enfin, je suis désolé, la réponse est un peu dans la question. Est-ce que c'est pas des sujets dangereux? Donc, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse sur les sujets abeilles pollinisateurs. D'ailleurs, j'attends impatiemment l'avis de Sophie sur le sujet. La question, c'est est-ce qu'on peut le faire sur des sujets brûlants comme celui du Covid, sachant que dans un sujet brûlant, les scientifiques font le chemin en marchant. Donc, ça veut dire que la controverse scientifique nécessaire, elle est chaotique. Donc, est-ce que le fait d'éclairer ça, même de façon appropriée pour le grand public, ne va pas au contraire décrédibiliser le discours scientifique, à savoir avoir des profs de médecine qui se contredisent ou un prof qui, d'une semaine à l'autre, change d'avis, ce qui est la règle. Hein. Donc, est-ce que ce n'est pas dangereux sur des sujets brûlants? Voilà. Alors, je suis assez d'accord avec vous, et en même temps, donc le débat est nécessaire. Et des débats comme ceux-ci, on en a en permanence dans le monde scientifique. C'est naturel et nécessaire. Maintenant, en effet, lorsqu'on n'a pas le recul nécessaire pour comprendre que c'est un débat et que ce que les gens disent en fait n'est pas forcément vrai, et que les gens aussi sont là pour tester les hypothèses, c'est là où ça peut devenir dangereux. En effet, parce qu'il suffit qu'on prenne en fait un morceau, on sort de ce contexte, et d'un seul coup, ça devient un fait pour ceux en fait qui pensent qu'un scientifique dit de la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, on a un moment où il y a plusieurs initiatives qui sont nées, qui sont aussi associées à ce qu'on fait chez Juggle, qui consistent à créer des revues collectives. C'est-à-dire que on va mettre ensemble, c'est le principe de Wikipédia, c'est comment on permet au fur et à mesure de construire collectivement un article géant d'informations sur le coronavirus, que ce soit sur l'information générale, que ce soit sur les méthodes de protection, que ce soit sur les méthodes de traitement, etc., qui sont validées par des scientifiques et qui est updaté, enfin mise à jour au fur et à mesure que la recherche, les connaissances avancent. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a le rythme de l'information médiatique, il y a le rythme de la science, il y a un décalage qui est très fort. Et donc, il faut, voilà, je pense que je passerai la parole plus à Vincent ici, dire comment on fait pour remplir en effet une antenne sur une crise qui intéresse forcément tout le monde lorsqu'on a pas assez d'informations scientifiques, parce que ça avance trop lentement. Et donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on voit naître en fait des initiatives qui part en fait d'un bon principe de co-construction de l'information, validation collective par les pairs, etc. Vraiment le même principe que Wikipédia, et qui deviennent des sources sûres d'informations. Oui, bonjour. On me dit à SVP 1111 qu'il paraît que notre façon de dire bonjour donne beaucoup d'informations sur notre santé. Alors, je vais vous passer l'expert qui nous dit ça. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder et ça marche pas. Quel suspense. Ben voilà notre expert. Je vois tous.
Oh là là. Eric, merci. J'en profite pour laisser la parole à Angelika Tarnowska qui peut poser ses questions ou intervenir. Puis comme ça, ça permettra à chacun de pouvoir répondre à François et à Angelika. Angelika, c'est à vous. Il faut allumer votre micro. Votre micro est coupé. On ne vous entend pas. C'est en bas à gauche de l'écran. Voilà. Oui, j'étais en mute, excusez-moi. Moi, j'étais plus d'ailleurs à faire des commentaires que des questions parce que je trouve que c'était passionnant et je suis ravie de suivre. Je constatais qu'effectivement, en Angleterre, on creuse plus les questions, comme l'expliquait Aude. Et donc, il y a cette vidéo extraordinaire que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet de Jeremy Paxman, qui quand même est connu comme un vrai bulldog et qui ne va pas lâcher le mollet, ni le bras, ni la langue, ni la tête, ni quoi que ce soit, d'un malheureux secrétaire d'État et qui va lui poser 17 fois la même question de manière différente. Donc, à chaque fois, il revient au sujet de manière différente et tout. Et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup plus, il me semble-t-il, l'espèce de respect d'une pensée unique ou d'une parole unique, et en tout cas un gros manque de solidarité entre les journalistes. Et ça, pourquoi, comment, je ne sais pas. Je ne cherchais même pas l'explication, mais je constatais la différence. Ça, c'est certain. Ouais. C'est ce que j'ai vu en tout cas. Après, je ne sais pas du tout si c'est représentatif, mais voilà, je ne connais pas du tout cette scène-là de Jérémy Paxman. Elle mérite le détour. D'accord. Mais ça, oui, moi en tout cas, ça m'avait frappé. J'avais effectivement, c'est notamment dans ce genre de scène que je me suis dit, mais en fait, je pense que on peut trouver des bonnes informations sans aller aux conférences de presse. Enfin, je m'étais posé la question de quelle est aussi l'opportunité forcément d'aller dans les conférences de presse. En tout cas, là, moi, ça m'avait servi typiquement à rien parce que parce que ça met les politiques en position de force en fait. Du coup, ils savent très bien qu'en phase 2, personne ne va. Alors, je ne sais pas si on parle de quelque chose, très sincèrement, peut-être qu'on a un biais et qu'en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Encore une fois, moi, je suis allée à 2 conférences de presse. Mais c'était toujours un peu. Voilà, les gens n'insistent pas trop, on leur répond à côté, c'est pas grave, etc. Et ça m'avait toujours pas mal attristé, même pour le droit à l'information, on va dire. Enfin voilà, ça fait peut-être un peu très noble comme cause, etc. Mais je suis désolée, je crois qu'il est quand même question de ça, et je trouve qu'on n'était pas assez solidaire. Comment ça se passe ailleurs, même aux États-Unis, etc. J'en sais rien, mais je ne sais pas, je ne sais pas non plus d'où ça vient. En Angleterre, on a beaucoup plus. Moi, j'y suis depuis une dizaine d'années, hein, et je travaille entre France et Angleterre, principalement avec des médias français, mais aussi de temps en temps avec la BBC dans un contexte un peu différent. Et je dirais qu'en Angleterre, on a beaucoup plus le sens du groupe, de la communauté, du club d'ailleurs, pourquoi pas, etc. Et donc, du coup, on réussit à créer cette solidarité sur certains sujets, en tous les cas, beaucoup plus facilement, je dirais, qu'en France. On est à la fois plus individualiste et on n'a pas ces outils-là, d'endroits où les gens se retrouvent, d'endroits où les gens échangent, etc. La deuxième chose, c'est qu'on attaque souvent, nous, de manière très frontale, alors que les Anglais enrobent tellement leurs questions pour démarrer, que du coup, ils ont des portes plus souvent facilement ouvertes que chez nous dans toute la technique d'approche d'interview. Et ça, je pense aussi que ça fait une différence fondamentale. Ça, vous voyez, ce dont vous parlez, je trouve ça, c'est vrai que moi, je ne connais pas, par exemple, peut-être Anne-Sophie, tu connais, ou même Thomas, je ne sais pas, mais je serais super preneuse d'avoir une espèce de plateforme où, en fait, on pourrait échanger les pratiques aussi de manière internationale entre journalistes. Vous voyez, là, je sais pas si ça existe au-delà des simples petits messages qu'on peut s'envoyer si moi je connais un journaliste américain, etc. Mais je pense qu'il y a des pratiques intéressantes à piocher aussi ici et là, et j'ai jamais vu passer une telle plateforme, une telle initiative, et je pense que ça manque aussi. Enfin, je trouve que ce sera intéressant en tout cas à mettre en place. Je lance l'idée comme ça pour qui veut. Il y a une association que je ne suis pas encore allée voir parce que j'avais suivi les prémices de ça, qui avait mal démarré d'ailleurs, qui était une association de réalisateurs, donc des sujets télévision, parce que ça devient tellement dément, on a tellement peu de temps, les budgets sont tellement cassés la gueule que ça devient juste impossible. Il y a une association qui s'est créée comme ça de réalisateurs télévision, de reportages ou de documentaires, et qui, je pense, à la fois s'occupe des droits des journalistes,
mais peut-être de temps en temps aussi de leur devoir, ce qui est une notion qu'on peut également un petit peu oublier. Je vous retrouverai le nom, je crois que ça s'appelle La Garde, mais je vous enverrai ça, j'enverrai ça à Anne-Sophie pour qu'éventuellement qui est intéressé la découvre. Oui, bien sûr. Bah, merci Angélica. Est-ce que Vincent et ou Thomas, vous souhaitez rebondir? Alors, ouais, je veux bien rebondir sur le dernier point, puis peut-être un petit mot sur ce qu'ont dit Thomas et François. D'abord, sur le comportement des journalistes français dans les conférences de presse, je crois que c'est tout à fait juste. Hein, ce n'est pas un lieu commun, hélas. C'est une question de culture journalistique, je crois. Je crois que nos amis britanniques ont une culture journalistique très différente, sont beaucoup plus dans le hard talk. Alors, on a aussi des journalistes qui savent faire ça. Hein, il ne faut pas non plus sous-estimer ça, mais le comportement des journalistes un peu en collectif, j'allais dire, devant un président de la République, un Premier ministre, dans des conférences de presse, il m'est arrivé souvent de me faire exactement la même réflexion. Il n'y a pas de suivi des questions, c'est très individualiste, chacun pose la sienne. Enfin, là, il y a un problème de collectif et de culture journalistique. Ce n'est pas vrai partout, en tout temps, il ne faut pas généraliser, mais en tout cas, je l'ai repéré aussi, et je crois que c'est un vrai travers du métier. Voilà, les journalistes ne s'associent très rarement pour essayer d'aller jusqu'au bout d'une question, de manière impartiale d'ailleurs. Je crois que l'impartialité, ça a été dit par l'un des intervenants tout à l'heure, je crois aussi que c'est une question importante. Je dis un tout petit mot aussi à Thomas et François. Thomas a dit la science, ça prend du temps. Et je crois que la science, ça prend du temps. C'est tout à fait juste, c'est une bonne observation de scientifique. La difficulté, c'est que bien évidemment, nous, médias, on a parfois, on donne un peu malgré nous, mais l'idée que la science, c'est une photographie, alors que la science, c'est un film. C'est un débat contradictoire qui avance, ça n'est jamais fini. C'est une démarche, c'est une histoire. La science. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, bien évidemment. Peut-être que cette crise, en étant voilà, l'optimiste ou l'un des optimistes du panel, parce que je ne suis pas le seul, j'ai entendu beaucoup de choses positives aussi, mais peut-être que du coup, enfin, si on y arrive, en tout cas, c'est formidable, peut-être que les médias ont donné à voir et à comprendre, et peut-être vont le faire encore, et le match n'est pas perdu, je crois, mais la complexité, le jeu de la science, le travail de la science qui est argument contradictoire sur argument contradictoire, le test and learn, voilà, il y a une démarche. Moi, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. On a eu le sentiment, avant cette crise même, hein, mais que cette crise de l'information, ce chaos de l'information, emportait les acquis de la connaissance. Quand vous voyez par exemple que la moitié des Français disent les vaccins, oui c'est bien, mais enfin il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, etc. Cette idée-là est folle, bien évidemment. Les vaccins, c'est ce qui nous a permis à tous de vivre plus longtemps, de voir des maladies disparaître, de lutter contre la mort infantile, etc. etc. Bon, voilà. Et de voir que ces acquis de la connaissance étaient un peu emportés par une marée de relativisme, de fake news, de manipulation, etc., c'est bien évidemment quelque chose d'extrêmement grave. Est-ce que cette crise qui quand même montre qu'on a besoin de scientifiques, on a besoin d'expertise, on a besoin de se rallier à une parole spécialisée, est-ce que du coup, portés par des scientifiques qui ont une certaine aura, une existence aussi dans les médias, vont-ils réussir à nous faire partager ce qu'est la science, le travail du chercheur et du scientifique? Ça, je pense que ça serait un acquis formidable. Si on peut, à travers ça, renforcer voilà, la résilience et notre vigilance à l'égard des informations fausses en matière de santé, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, il faut qu'on travaille là-dessus avec des scientifiques, avec des médecins. Il y a vraiment un enjeu fondamental. Et je termine juste en disant un mot sur je suis allé au mois de septembre dernier, donc bien avant la crise du coronavirus, à un rassemblement de journalistes américains à l'ONS. C'est des journalistes essentiellement qui travaillent online, donc des journalistes plus jeunes. Pardon, j'ai fait une fausse manœuvre. Est-ce qu'on m'a retrouvé? Oui, voilà. Il y a des journalistes donc, entre 30 et 40 ans. Et ce qui m'avait tout à fait réjoui, c'est que d'abord aux États-Unis, on a le moral, quoi qu'il arrive, enfin peut-être là moins maintenant, mais en tout cas à l'époque, la désinformation, voilà. Finalement, ça réarmait l'imaginaire de jeunes générations de journalistes qui disaient on a sur le climat et la désinformation, on a vraiment des choses formidables à réinventer et à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, la crise du coronavirus peut ajouter aussi cette dimension-là, la nécessité de renforcer
toutes les équipes scientifiques dans les rédactions. La culture scientifique est quelque chose vraiment qu'on doit aujourd'hui privilégier, renforcer. On a besoin des scientifiques pour le faire et je crois que peut-être que cette crise peut permettre d'accélérer cette dimension-là, ce partage-là, cette culture commune dont on a besoin aujourd'hui. Ok. Thomas, est-ce que tu as une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit? Oh, je partage absolument cet enthousiasme. Je pense aussi que la crise actuelle nous permet en fait de mettre en valeur, de mettre en avant des méthodes qui étaient pour l'instant sous-jacentes, souterraines, qui étaient, on va dire, observées et réalisées par seulement peut-être une minorité d'individus. Et qui maintenant se révèlent au grand jour parce qu'elles sont pertinentes dans un cadre justement où les gens doivent rester chez eux, ne peuvent plus se voir, où on a besoin d'accéder à l'information en fait de toute manière, on a besoin de construire, on a besoin d'aller vite, on a besoin en fait de s'entraider. C'est intéressant où aujourd'hui ce qu'on observe sur Juggle, c'est que c'est pas en effet seulement les usual suspects qui rejoignent la plateforme. C'est pas juste ceux qui étaient déjà scientifiques ou c'est également ceux qui ont l'habitude. Ce sont également les entreprises. Ce sont également en fait des personnes qui, dans un temps normal, en fait, seraient rentrées dans un modèle de valeur plutôt capitalistique, de compétition libérale. Là, l'enjeu, c'est de parvenir à une solution commune le plus vite possible. Et donc, on met de côté en fait les habitudes et donc attends, excusez-moi, Marie. Et donc voilà, donc moi je trouve que je trouve ça très très enthousiasmant. Je pense en effet, et je vous rejoins Vincent sur cette observation, qu'on est en train de voir émerger une méthode, une manière de faire qui va permettre de dépasser à la fois cette crise, mais qui va nous permettre en fait de voir différemment comment on peut organiser une action collective sur la crise climatique, qui est beaucoup plus large et complexe que celle qu'on est en train de vivre avec le coronavirus. Avec plus du coup de pluridisciplinarité en fait. Absolument. Ouais. Benoît, est-ce qu'il y avait d'autres remarques que tu voulais faire remonter? Je te vois apparaître à l'écran. Oui, alors, je ne sais pas si Ariel, si Delphine Herriot, pardon, est avec nous. Donc, on a plusieurs questions. D'abord, une question justement de Ariel, mais qui vient de nous quitter, concernant les réseaux sociaux, les modérateurs des réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, etc. Donc, il peint un rôle crucial à jouer dans le repérage et l'éviction des fake news. N'est-ce pas une responsabilité citoyenne qui leur incombe, surtout dans ces crises, quant à l'opinion qu'ils fédèrent autour de leur flux d'informations? Et puis, je vais laisser une deuxième question à Delphine, qui, je crois, est avec nous, voilà, qu'on voit ici, on vous entend. Bonsoir Delphine. Oui, bonsoir. On ne vous entend pas très bien. Alors, je rappelle l'autre question qui était: nous assistons à une information basée sur les scénarios. La chloroquine fait partie du scénario. Seule solution d'urgence employée actuellement en situation clinique, cela pose la question du temps long de la science versus vitesse médiatique. Les médias peuvent-ils envisager de s'adapter à cette donne et comment? On a déjà un tout petit peu répondu à la question tout à l'heure et peut-être laisser Aude et Vincent et Thomas répondre. Pardon, je laissais un peu ma place à Aude là, si Aude a eu envie de répondre. En fait, oui, ça pose la question du temps de la science vers la vitesse médiatique. Je pense que, moi j'avais envie de Vincent sur le sujet parce qu'effectivement, je ne sais pas comment on pilote. Non, mais c'est vrai, on fait de l'info en continu justement dans ce contexte. On en a déjà parlé un peu avant, mais c'est un exercice extrêmement délicat, donc moi-même je ne saurais pas le faire. Donc voilà. Et après, effectivement, les médias peuvent-ils envisager de s'adapter à cette donne et comment? Moi, en tout cas, moi, ce qui me plaît et ce que j'aime regarder, et je pense que de plus en plus le journalisme est attendu là, c'est des sujets effectivement vraiment, vraiment longs, vraiment fouillés, qui donnent personnel, pas le. Voilà, je n'écoute pas beaucoup, je dois le dire, hein, les chaînes par info en continu, etc. Parce que je trouve que effectivement mais c'est normal, voilà, beaucoup de guides, beaucoup de choses qui, c'est un espèce de flux comme ça qui me
je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que je suis j'en ressors pas plus intelligente à la fin de la journée, alors que si je me pose, voilà, devant un format long, un long podcast ou quelque chose qui va m'éclairer, ben je me sens, je me sens plus, voilà, je me sens plus informée, un peu plus armée en fait. Je trouve que c'est une question d'être armée aussi finalement l'information. Mais donc voilà, effectivement, je trouve que, enfin, je vous laisse parler, Vincent. Je vois que vous. Non, 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 voilà, c'était bien, vous avez commencé. Est-ce qu'on m'entend là? Très bien. Oui, ça marche? Ok, super. Non, je voulais en fait en profiter pour raconter une petite histoire. C'est que, bon, d'abord, si vous voulez, dans une chaîne d'information en continu, pour moi, c'est un média de complément. C'est un média qu'on a besoin, qui apprend l'information. La première fois que vous entendez une information, vous l'entendez souvent sur une chaîne d'information ou sur une radio d'information en continu. Évidemment, ça ne se substitue pas à tous les autres médias. On a aussi besoin de formats longs, de s'informer de manière multiple et chacun joue son rôle. Donc, il n'y a pas un média qui est supérieur à un autre. Mais dans une chaîne d'information comme France Info, par exemple, nous avons une quarantaine d'invités par jour. C'est énorme. Hein. Alors, dedans, vous avez aussi bien des politiques, des chercheurs, des experts, des acteurs de l'information, des juges, des policiers, des infirmières, mais d'invités, de gens qui viennent pour répondre à des interviews. Bon, j'ai pensé à un moment donné créer un conseil scientifique. Et je m'étais dit, au fond, on a créé une agence à France Info qui fait de l'information certifiée. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'en construire un deuxième étage avec une expertise certifiée? Et en fait, j'en ai beaucoup parlé, par exemple, avec Gérald Bronner, le sociologue, qui a beaucoup réfléchi justement à tous les biais cognitifs, qui est engagé aussi au sein de l'Académie des sciences, l'Académie des technologies. Et en fait, c'est assez difficile de constituer un réseau de scientifiques certifiés, entre guillemets. Il y a beaucoup de pièges, en fait, à travers ça. Et finalement, j'y ai renoncé. J'y ai renoncé parce que c'était créer une autorité de surplomb. Ce n'était pas nécessairement une bonne idée. En revanche, travailler, bien évidemment, sur tout un réseau de contacts que vous allez appeler rapidement, que vous avez identifié, dont vous savez le sérieux, dont vous savez qu'ils sont reconnus par leurs pairs. Ça, c'est très important. Qu'ils font autorité, mais au bon sens du terme. C'est des gens qui travaillent, qui sont spécialistes d'un sujet, et que vous bâtissez autour de votre média ce réseau-là. Parce que la difficulté d'un média d'information en continu, c'est qu'il vous faut aller vite, bien évidemment. Et donc, vous avez besoin d'avoir sous la main le 06 d'une personne qui va bien connaître ce sujet-là et qui va pouvoir accepter, qui vous connaît. Donc, vous savez aussi qu'il a un talent de vulgarisation, d'explication, qu'il peut parler à 4,5 millions de personnes. Voilà, à France Info, on a 4,5 millions d'auditeurs quotidiens. Il faut que ce soit quelqu'un qui puisse parler au grand nombre, donc qui ait cette capacité de simplicité d'expression sans pour autant caricaturer sa pensée, etc. Bon. Et ça, oui, construire un réseau, et on a besoin des institutions scientifiques pour le faire. On a besoin de relations avec elles. J'ai commencé à faire ce travail. Bon, voilà, c'est de longue haleine. Mais c'est important. C'est une des manières que l'on a pour renforcer la culture scientifique des rédactions, dire quand il y a un débat entre scientifiques. On a créé aussi, je termine là-dessus, on a créé aussi un format avec France Culture qui s'appelle les idées claires. Les idées claires, c'est un format qu'on met sur les réseaux sociaux essentiellement et qui est piloté par Nicolas Martin, qui est un excellent journaliste de France Culture. Et en fait, tout simplement parce qu'on a fait le constat que dans l'actualité, il y a un nombre de sujets maintenant qui ont une résonance scientifique considérable. Que ce soit dans l'alimentation, l'environnement, le climat, les transports, l'énergie, la mobilité. Bref, il y a toujours à un moment donné quelque chose qui rebondit sur une connaissance scientifique, un savoir-faire scientifique. Et donc, nous avons essayé de trouver une question par semaine, à vrai dire c'est assez simple, qui fait débat, et de dire 3 choses. De dire, eh bien, quelle est l'histoire de la connaissance sur ce sujet? Par exemple, si je reprends l'exemple des vaccins, vous dites Pasteur, voilà, il y a 4-5 grandes dates dans l'histoire de la science qui permettent d'expliquer voilà, comment l'histoire des vaccins s'est développée, etc. Et puis, deuxième temps, qu'est-ce qui fait consensus aujourd'hui parmi les scientifiques? Ce qui fait consensus, je le dis de façon, j'allais dire totalement vulgarisatrice, et je ne suis pas scientifique moi-même, mais en disant, voilà, ça nous a permis d'améliorer tout un tas de facteurs de la vie,
de lutter contre la mortalité infantile, de favoriser l'allongement de la vie, etc., etc. Et puis, dernier temps, qu'est-ce qui fait débat entre les scientifiques? De toujours dire qu'il y a du doute, qu'il y a du débat, qu'il y a du contradictoire, que tout n'est pas figé. Et reconnaître ces 3 temps, vous voyez, de la relation entre médias et scientifiques. Qu'est-ce que nous dit l'histoire de la connaissance? Qu'est-ce qui fait consensus? Qu'est-ce qui fait doute, débat, et qui permet de prendre conscience que eh bien, la science, c'est un film, ça n'est pas une photo. Très intéressant. Juste pour, il y a juste une idée enfin quelque chose dont je voulais parler, qui me traverse là pour rebondir par rapport à ce que dit Vincent, si j'ai juste une minute. J'ai vu passer déjà un bout de temps. Vous voyez, sur les scientifiques, très souvent, ils doivent faire des déclarations d'intérêt, etc. Je ne suis pas scientifique moi-même, mais on arrive régulièrement à voir. Il y a un site, là, The Conversation, par exemple, sur lequel tout le monde déclare ses intérêts, etc. Et je ne sais pas, c'est peut-être une hérésie ou quelque chose de… Mais je me demande à quand la même chose, en fait, chez les journalistes. Ça existe déjà, hein. En fait, je sais pas, parce que j'avais vu passer, en fait, je ne connaissais pas, je dois dire, un journal qui s'appelle Contexte. Là, j'ai récupéré ça là, sur le spot. Et je crois dont tu parles, oui, peut-être dans ton livre, Anne-Sophie. Et voilà, ça date de 2017, mais je vois donc Contexte devient aujourd'hui le premier journal français qui publie une déclaration d'intérêt pour chacun de ses journalistes et dirigeants. Et ils ont leur charte de déontologie, etc. Ouais. Alors, effectivement, oui, ça existe déjà, etc. Mais moi, par exemple, j'ai jamais fait de déclaration d'intérêt nulle part. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il y a des textes qui existent. Enfin, je trouve que c'est… en tout cas, moi, ça me pose question. Et dans ce contexte aussi de défiance un peu généralisée envers la profession, je me demande si c'est pas une idée à mûrir, en fait. Je ne sais pas si c'est à généraliser ou pas, mais ça me pose question, parce que souvent quand je vais dans les classes, etc., et qu'on discute avec les jeunes, on est effectivement vu comme des gens qui ont de toute façon quelque chose à dire et qui ont un intérêt à le dire, etc., etc. Et même la notion même de journaliste, elle est très très floue pour énormément de gens. Enfin, moi, des fois, je viens pour parler des fake news. Je m'aperçois à la fin des 2 heures que même journalistes, ils ne savent pas trop ce que c'est finalement. Enfin, et des fois, on se dit, bon, ok, il faut peut-être reprendre la base. Et en fait, on ne peut pas tellement leur en vouloir non plus souvent, parce que je pense qu'il y a aussi un effort de la profession à faire par rapport à, une ouverture à faire qui n'a pas été extrêmement faite, qui est de plus en plus. Mais voilà, on a un peu de retard là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour apporter cette petite contribution. Ça me pose question de plus en plus. Et en tout cas, je trouve que c'est en tout cas, il y a des rédactions, je sais que Mediapart le fait, ces journalistes le font, ils font une grande déclaration, etc. Et en effet, ça mérite d'être généralisé. Il nous reste 4 minutes. Alors, il y a une petite remarque d'Éric. Oui, allô, la rédaction, vous m'entendez? Oui, Éric, nous t'entendons. Je suis actuellement en direct du Café du Commerce avec un citoyen lambda qui voulait partager son sentiment. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le voyez? Un peu flou. Les plus grands colporteurs de fake news ne sont-ils pas… Vaste débat, monsieur le Café du Commerce. Alors, je remercie Marcel et je vous repasse la parole. Vaste question qu'on peut garder au chaud pour une prochaine édition. Juste pour finir, il nous reste 3 minutes. Je crois que Benoît voulait qu'on revienne sur ce qui va se passer après. Il y avait des questions en ce sens? Oui, une dernière question de Paul qui nous a quitté, qui a quitté la diffusion, qui ne nous a pas quitté complètement, qui pensait à l'après, se demandait si au niveau des débats, il ne serait pas intéressant, alors peut-être que c'est un peu tôt, ou peut-être que c'est le moment justement, il serait intéressant, au même titre que l'événement Gilets jaunes, d'organiser des débats organisés comme l'année dernière pour parler et échanger sur ce que nous voulons pour l'après-Covid-19. Un grand oui. Hein. C'est clair que les grands débats nationaux qu'il y a eu, qui ont été du coup proposés suite à la crise des Gilets jaunes, ont donné des résultats qui étaient magnifiques. C'était la première grande manifestation de démocratie et participative en France. Donc, je pense qu'on en veut plus. Et que là, on est face à une crise sociétale qui est de telle ampleur que pour moi, ça fait beaucoup de sens. Ouais.
Vincent, du coup, il y avait une… Ouais. Tout à fait d'accord. Je pense que oui, c'est une bonne chose, c'est bien. Je partage tout à fait l'avis de Thomas. Ça a été un moment important et il faut le reproduire dans des conditions voilà, où on puisse vraiment avoir du débat contradictoire, où on s'écoute les uns et les autres. Je crois que ça serait un moment très utile et très intéressant. Ok, bah écoutez, Aude, Non, c'est bon. ok. Bah, Non, je disais qu'en fait, à l'événement Grand Contrôle que vous aviez organisé, j'ai malheureusement fait une séance, je ne sais pas si elle a pu se tenir, mais qui me paraissait extrêmement intéressante, une séance de médiation en fait, c'est que vous vouliez faire entre sympathisants gilets jaunes et journalistes à base de communication non violente. Enfin, il y avait tout un truc. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des outils d'intelligence collective à essayer de développer par rapport à ça, mais effectivement, oui, en fait, cette séance a eu lieu alors, sous un format différent parce qu'on n'avait pas assez d'inscrits et les circonstances commençaient déjà à être un peu compliquées en raison du virus. Mais c'est Nina Facio avec le Solution Journalism Network et le réseau de reporters d'espoir qui avait proposé cette séquence. Je pense qu'on le refera dès que possible et on pense le reproduire notamment pour les prochaines assises du journalisme qui du coup ont été décalées, devaient avoir lieu cette semaine, ont été décalées au mois de septembre à Tours. Et donc, juste pour finir là-dessus, l'idée est en effet de travailler des méthodes d'interrogatoire, d'échange et d'interview un peu différents qui s'inspirent. Ça invite le journaliste à reformuler ce qui a été exprimé de manière différente. Et les techniques utilisées viennent à la fois de la BBC, et du site. Et donc, voilà, on avait analysé un peu leur façon de faire pour essayer de les adapter. Et je pense que ça a apporté beaucoup, en tout cas, et pour les journalistes qui ont participé, et pour le public qui a participé à l'exercice également. Mais on aura le temps d'en reparler parce qu'en effet, c'est des choses qui peuvent être pratiquées de plus en plus et qui, dans la façon dont on mène une interview et la façon dont on la retranscrit, apporte beaucoup dans la compréhension mutuelle et la manière justement de faire média tous ensemble. Voilà. Mais écoutez, je dois vous remercier maintenant à tous. Merci Vincent Giré, merci Aude Favre et merci Thomas Landrin. Merci Eric aussi pour ses dessins. Merci à la technique. Et nous n'avons pas en effet le monopole de Buzz. Et personne n'a le monopole des grandes idées. Exactement. Donc, il sera toujours possible de retrouver ces échanges dans quelques jours sur les réseaux sociaux, de les diffuser. Et on vous donne normalement rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour poursuivre encore la conversation sur ces questions. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Vous pouvez retrouver en fait la rediffusion de ce débat qui a été diffusé en live sur Facebook, donc sur la page de Grande Contrôle qui nous a hébergé pour aujourd'hui. Puis merci beaucoup Frédéric Horry pour la réalisation. Puis je vais enfin pouvoir donner cette phrase que je rêve de dire depuis que je suis gamin, à vous Cognac G. Et au revoir.